Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi, Bernard. Enfin, cool, c'est pas le mot, mais tu vois, quelque chose de fascinant et super sombre aussi. On va parler aujourd'hui des Epstein Files dans French Listen. Tu sais, je me souviens du jour où tout ça est sorti, j'avais cette impression bizarre qu'il y avait un truc énorme qui allait exploser. Enfin bref. Toi, t'as découvert ça comment? Ah ouais, je m'en souviens trop bien, vraiment. J'étais dans le métro, avec mon vieux téléphone, et je tombe sur une alerte de news. Le nom Jeffrey Epstein. Je savais pas grand-chose avant. Juste que c'était un financier super connecté, avec une aura internationale, presque mystérieuse. Mais ce jour-là, partout, ça parlait de ces fameux fichiers, les Epstein Files. Les réactions, directes, c'était la stupeur. Et puis le malaise. Tout le monde commençait à se demander « Mais jusqu'où ça va ?» Oui, ça a vraiment explosé d'un coup. J'avoue, au début, je me disais juste « Ok, encore une affaire louche de riche ». Mais là, c'était vraiment autre chose. Il y avait un truc presque effrayant. Tu trouvais pas? Carrément. Et tu sens direct en lisant les premiers articles qu'il y a un réseau tellement vaste, des gens tellement puissants. Enfin, c'est rare de voir tout ça sortir de façon aussi brutale, tu vois. Justement, quand tu parles des gens puissants, j'ai vraiment halluciné en voyant les noms qui circulaient autour d'Epstein. Enfin, Bill Clinton, le prince Andrew, il y avait qui d'autre déjà? Ouais, alors, attends. Liste impressionnante, franchement. Bill Clinton, plusieurs voyages en jet privé. Prince Andrew, évidemment. Mais il y a aussi des géants du monde des affaires. Ce qui est fou, c'est, genre, ce carnet d'adresses ultra épais retrouvé chez Epstein. Tu vois, il avait tout noté. La presse en a parlé comme du petit bottin mondain de l'élite mondiale. Chaque lien, c'était politique, économique. Tout le monde voulait savoir. Qui va être éclaboussé? Attends, donc les liens financiers, tout ça, c'était pas que du copinage, ça allait super loin. Ouais, c'était vraiment profond. Ça dépassait le simple carnet mondain. Il y avait des intérêts. Tu sens que des deals, des échanges de faveurs, enfin, tout ce côté dark qu'on soupçonne, ben là on l'avait sous les yeux. Et cette île-là, Little St. James, je crois que j'ai vu un truc à la télé, c'était genre complètement fou. Ils appelaient ça l'île mystérieuse? Ouais, Little St. James, propriété privée d'Epstein dans les Caraïbes. C'était un peu son QG ultra select. Pas facile d'y entrer, sauf si t'es quelqu'un. Les allées et venues, c'était tout le temps des têtes connues. Il y avait genre une routine d'aller-retour d'hélico, jet privé. C'était fermé du monde, tu vois. Comme une forteresse, mais en version tropicale. T'as peut-être vu ce reportage où on survolait l'île, c'était glaçant. Ouais, ce reportage sur France 2, ça m'avait donné froid dans le dos, franchement. Ce qui m'a le plus marqué, je crois, c'est les témoignages des victimes. Ça m'a secoué, vraiment. Il faut, genre, tellement de courage pour parler publiquement de ça, tu trouves pas? Totalement. Et ce qui m'a frappé, c'est la force de ces femmes. Par exemple, Virginia Giuffre, qui s'est exprimée sans détour, racontant comment elle avait été recrutée puis exploitée, jeune, fragile. Ça prend aux tripes. Certains témoignages étaient vraiment difficiles à entendre, tellement c'est dur. Elles l'ont fait alors que tout le monde les regardait, parfois en doutant d'elles. Faut se rendre compte du courage, franchement. Ouais, c'est énorme. Rien que d'en parler, j'ai des frissons. Mais alors, c'est quoi? Comment ce type, il a pu passer sous les radars aussi longtemps? Tu comprends ça, toi? Franchement, c'est là que toute l'histoire part en mode science-fiction. Epstein, il a utilisé ses contacts pour bloquer la justice, même en 2008. Il avait ce deal surréaliste avec la justice américaine. Il évite la prison à vie, sort au bout de 13 mois avec des conditions hyper light. Et surtout, Alan Dershowitz, son avocat célèbre, il a tout fait pour le défendre. T'as vraiment l'impression que la justice, parfois, elle flotte pour certains. Ouais, c'est ça qui me rend dingue. Cette impression d'impunité totale selon qui tu connais. Mais attends, parce que tout ce fric, ça vient d'où? C'est pas super clair, je trouve. Non, c'est pas clair du tout, tu sais. Son argent, il y a des trous partout dans l'histoire. On parle de sociétés offshore, anonymes, tout un circuit opaque. Même son immense appart à New York, il l'a reçu cadeau de Les Wexner, milliardaire américain. On sait jamais vraiment, genre, où commence la légalité et où ça glisse. C'est hyper bizarre. C'est tellement louche ce truc. On peut pas parler d'Epstein sans parler de Ghislaine Maxwell. J'ai toujours du mal à croire comment elle a pu... Tu vois? Bah ouais, Ghislaine, c'était son bras droit, la chef d'orchestre du recrutement, tu vois. C'est elle qui allait chercher les jeunes filles, qui organisait tout. Son procès, ça a eu un retentissement énorme. La presse française, elle a pas lâché, genre, tout le monde voulait le moindre détail.
D'ailleurs, pendant le procès, certains médias faisaient du live minute par minute. C'est rare pour une affaire américaine. Je me souviens même d'avoir vu des journaux spéciaux, alors que la France, elle s'implique rarement autant pour un truc aussi éloigné. Bon, alors, quand il s'est fait arrêter, c'était en 2019, non? Et ensuite, suicide en prison. Exactement, juillet 2019, il tombe enfin. Et là, le mystère s'épaissit. Epstein meurt dans sa cellule, officiellement par suicide, mais c'est bourré de bizarreries. Vidéos manquantes, gardiens endormis, caméras soi-disant en panne. La théorie du juste un suicide ne convainc pas tout le monde, tu t'en doutes. Il y avait une ambiance vraiment étrange, genre on m'a jamais eu toutes les réponses. Et après, ça a fait l'effet d'une bombe médiatique. J'ai vu la une du Monde le lendemain de la mort d'Epstein. Je crois que j'ai jamais vu ça sur quelqu'un de privé, quoi. Ouais, c'était la folie. Beaucoup de personnalités ont commencé à être pointées du doigt. Certaines ont vraiment pris cher côté réputation. L'effet domino était partout, même loin des États-Unis. Les médias, ils se sont déchaînés, impossible d'y échapper. Ouais, ça montre l'ampleur du truc. Tu pouvais pas y échapper, même en France. Mais alors, ça s'arrête pas là. Il y a d'autres enquêtes, non? Ah ouais, loin de là. Depuis la révélation des Epstein Files, d'autres enquêtes se lancent dans plein de pays. Il y a encore de nouvelles victimes qui témoignent chaque année. Même aujourd'hui, les procédures judiciaires sont loin d'être closes et il faut suivre parce que ça remue toujours autant. C'est dingue. C'est comme si on avait ouvert une boîte sans fond. Et côté public, moi j'ai senti que ça a créé genre une grosse méfiance. Les gens, ils croient plus trop en la justice, t'as vu? Ouais, il y a une vraie défiance, même envers les médias. Pourtant, des reportages, des débats, c'est ce qui permet d'y voir plus clair. Mais beaucoup sont perdus, ils savent plus à qui faire confiance. En même temps, certaines stars impliquées ont vu leur carrière carrément couler, ou au moins être bien entachée. Faut s'informer, lire, regarder des docs, et surtout en parler autour de soi. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire, d'en discuter et tout. C'est pas facile. Il y a eu des changements du côté des institutions? Genre, ils ont fait quoi après ce scandale? Alors il y a eu des tentatives, vraiment, pour rendre les choses plus transparentes, éviter que ça recommence. Quelques lois, des protocoles changés, genre plus de contrôle dans les milieux à risque. Aussi, des assos se sont montés pour pousser à la vigilance, organiser des pétitions. Mais bon, c'est pas parfait. Les avancées sont là, mais il y a encore beaucoup à faire. Ouais, on dirait que ça avance. Doucement, hein, mais ça bouge. Et les lois, genre, il y a eu quoi comme nouvelles règles? Alors, ils ont renforcé des procédures de contrôle, surveillé les institutions où il y a du pouvoir. C'est pas automatique, hein, tout se fait à coup de réformes lentes. Mais tu vois, rien que le fait d'avoir plus d'assauts et de gens mobilisés, ça met la pression pour que ça change vraiment. C'est important de soutenir ça, de signer, de s'engager un minimum. Et au final, c'est quoi vraiment les changements pour que les trucs comme ça arrivent moins? Ils essayent de mettre en place des stratégies pour surveiller genre tout ce qui concerne les mineurs dans les institutions et contrôler tout en fait. Les campagnes de sensibilisation, les pétitions, tout ça, ça crée un climat où tu sens que la vigilance monte. Mais faut être réaliste, hein. Il reste toujours des failles. Donc en gros, moins de secrets et plus de regard sur ce qui se passe. Et là, c'est à nous aussi de rester vigilants. On peut pas laisser faire. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Tu vois juste, les nouvelles lois, c'est très bien, mais faut vraiment que tout le monde y participe. Signer des pétitions, rejoindre des mouvements, c'est ce qui fait avancer la justice. Les associations jouent un rôle énorme, franchement. La prévention, c'est l'affaire de tous. C'est fou de se dire que tout le monde peut jouer un petit rôle. Justement, tu crois que les gens s'engagent assez, genre sur le terrain? Eh bien, tu vois de plus en plus de forums, de groupes qui se créent pour échanger, informer. Certains participent comme bénévoles, d'autres font des dons ou lancent des campagnes publiques. Ça fait du bruit et surtout, ça éveille les consciences. Mais on a encore besoin de monde pour que la transparence devienne une norme, pas une exception. C'est motivant de voir que ça peut venir de n'importe où, de n'importe qui. Faudrait en fait que ça devienne automatique. Tu vois un truc louche, tu réagis. Ouais, faut que ça devienne naturel, que chacun fasse sa part. Même en participant à un simple événement, en partageant une info, ça compte. Organiser ou juste venir à un débat, c'est déjà s'engager, tu trouves pas? Ouais, totalement. Même petite action, grande importance. Et, pour éviter que ça recommence, faut surtout miser sur la prévention. Et l'éducation, non? Exactement. La clé, c'est parler des vrais sujets.
genre le consentement, la sécurité, dès le plus jeune âge si possible. Il faut former les pros, éducateurs, police, à repérer quand il y a un problème et agir vite. Et aussi, rendre les institutions plus transparentes pour que les jeunes aient confiance et puissent se confier. Je me dis, si on avait tous eu ces infos quand on était ado, c'est sûr, faudrait genre que tout le monde apprenne ça à l'école. Ça serait un autre monde. Ouais, mettre des programmes éducatifs, financer des associations qui aident et écoutent les victimes, ça doit devenir la base. Faut pas lâcher le dialogue avec les institutions. Continuer à réclamer de la transparence, c'est ça qui fera avancer les choses vraiment. Ouais, toujours garder la pression et pas laisser retomber. Et pour finir, la protection des jeunes, c'est le cœur du truc. Tu penses pas? Si, complètement, ça commence à l'école, avec l'apprentissage du consentement, mais aussi par la formation des enseignants, des pros de santé, à détecter les signes d'abus. Les campagnes dans les quartiers, les écoles, faut les multiplier pour que les jeunes n'aient jamais peur de parler. C'est vraiment, vraiment essentiel. Merci Bernard pour tous tes éclairages. Je pense qu'on refera un épisode là-dessus, il y a tellement de choses à creuser. Avec plaisir Sandra, c'est toujours passionnant d'en parler avec toi. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Listen, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt tout le monde. Salut Bernard.